Thomas. Bonjour à tous. Je vous laisse juste le temps de... Donc j'ai mis 10 minutes. Bon, je me présente peut-être rapidement, Courtoisie Urbaine. Donc on est une petite équipe. Hop, on peut passer la diapo d'après. On a donné 3 secondes. Ah oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on est voilà, les forces vives de l'équipe avec un parcours promotion immobilière. Donc j'étais promoteur, c'est pour ça que je tiens à promoteur de Courtoisie Urbaine. Et Camille Rocher qui est quelque part et donc qui travaille avec moi en renfort pour porter les projets jusqu'au bout. En arrière-plan, notre projet livré, donc une copropriété avec du logement social, j'en parlerai un peu tout à l'heure. Et puis nos projets en cours où là en fait on porte les mêmes ambitions, mais avec des montages très différents, y compris dans le cas de copropriété. Vous allez voir, la copropriété, ce n'est pas une fatalité. Elle peut avoir un fonctionnement coopératif, mais c'est parfois une gymnastique un peu juridique, mais on y arrive. Donc voilà, c'est quand même important à savoir. Ensuite, alors la gestion patrimoniale, la question... en fait, on a l'impression, pour avoir exercé plus de 10 ans en tant qu'opérateur, donc promoteur, elle est toujours, en fait, on a tendance à imaginer que c'est quelque chose de linéaire. On fabrique et après on gère. Et j'ai appris avec nos habitants, avec les opérateurs, en fabriquant autrement le projet, qu'en fait c'est une linéarité qui n'existe pas et que la gestion, elle s'interroge très 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 vite. Et dès qu'on met de l'usager et du collectif, et ce que les bailleurs sociaux savent très bien faire, mais c'est plus une gestion patrimoniale que plutôt une gestion du quotidien. Donc c'est deux thématiques qui se rejoignent. Et donc la gestion, c'est vraiment se construire d'une façon absolument parallèle au cœur du projet urbain. Et l'habitat participatif, en fait, il nous amène à distinguer les outils de gestion patrimoniale, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, il y a un patrimoine, qu'un opérateur, il ait aussi son cadre de maintenant, c'est de gérer son immeuble, et que le syndic aussi, etc. Donc la gestion de ce patrimoine. Et la gestion du quotidien, ils en sont pleinement responsables aussi, et les deux, ils ne doivent pas être antinomiques, parce que parfois les outils de la gestion de ce patrimoine, en fait, empêchent les objectifs de la vie et du lien au quotidien. Et puis, finalement, on se rend compte aussi, et je pense qu'on est nombreux à le penser aujourd'hui, sinon on ne serait pas là, c'est que le vrai patrimoine de ces immeubles-là, c'est quand même la vie du collectif, et donc, une fois qu'on a dit ça, on revient à l'introduction. Ensuite, alors en fait, c'est vraiment, juste rapidement, nous, nos méthodes d'AMO, donc avec Camille, c'est vraiment nos habitants qui les ont appris, en fait, parce que c'est du bon sens, c'est du sens commun. Moi, je suis arrivée dans l'accompagnement de ces projets-là participatifs parce que j'ai vu tout ce qu'on ne faisait pas parce qu'on n'avait pas les habitants, et ça a été vraiment ça, et donc on arrive à mixer valeurs, espace, règles de vie, outils pour les pérenniser. Bah oui, voilà, je vous ai oublié, en fait, j'en parle à moi-même. Et puis après, la mise en copropriété et donc le passage en régime, en fait, de bon fonctionnement, c'est vraiment un sujet en soi. C'est dans la première année, on se rend compte aujourd'hui, c'est là où tout commence, en fait, parce qu'on crée des situations de fonctionnement normal. On crée la référence de ce qui est propre, de ce qui est bien géré, de ce qui est bien rangé, de qu'est-ce que c'est la bonne hygiène de vie, le bon voisinage, qu'est-ce qui fait du bruit, qu'est-ce qui ne le fait pas. Et nous, aujourd'hui, on reste présent dans nos projets, mais on se rend compte aujourd'hui, maintenant, on intègre vraiment la présence pendant 1 an après dans l'immeuble parce que c'est quasiment aussi important que les 4 années qu'on a peut-être passées ensemble. Je regarde un petit coup de chronomètre. Non, j'ai là. Ok. Alors en fait, peut-être on va vous ouvrir. En fait, c'était un peu l'ambition du PUCA et d'Andorazio, c'est qu'on vous ouvre un peu un de nos projets qui est une copropriété mixte. C'est une mixité au palier. Donc on est sur 26 logements. Pour nous, c'était vraiment important parce qu'on sort un peu de la poésie de 10 logements de 12. On est vraiment sur un vrai... On voit vraiment, une fois qu'on a mis en plus du locatif social, on voit il y a une vraie mixité culturelle, mixité de parcours, aussi mixité dans les attentes. Enfin, il y en a qui ont appris en fait à intégrer ce type de projet, ce qui devient vraiment, ce qui rend les choses plus sincères en fait, moins, on bascule pas trop rapidement dans l'utopie, on est très vite dans le vrai.
Et c'est une mixité qui a été voulue par les habitants. C'est-à-dire au début, la fiche de l'eau, c'était un logement participatif et un logement locatif de l'autre. Il y avait juste un architecte pour des raisons identiques, pour une raison d'économie de projet. Et c'est les habitants qui sont revenus dans les bureaux des élus, qui ont été au rendez-vous du coup pour dire, mais en fait, nous, cette mixité, la vôtre, en fait, on n'en veut pas. On veut vraiment être dans la pour mixité, mais par contre, ça passe par les préattributions, forcément, parce qu'il faut donner les moyens aux locataires aussi d'adhérer et de construire ce projet. C'est vraiment en première parce que là, on est parti en fait janvier 2014, donc la loi Allure, c'était juste après. Donc en fait, il fallait expliquer à ce moment-là ce que c'était l'habitat participatif et tout. Donc on a eu un peu, voilà, on a eu une petite traversée du désert qui a duré 3 mois, mais c'était lourd déjà, mais voilà. Donc alors, en fait, c'est vraiment une organisation. Je vais passer à la diapo d'après. Je vais vous l'expliquer. En fait, dire copropriété, on a éliminé les locataires. Alors que le projet, ils l'ont porté jusqu'à maintenant, les espaces partagés, la vie dans l'immeuble, l'autogestion, etc. Dire locataire, il fallait aussi passer par leur opérateur et donc avec sa batterie, même si on a quand même pleine commune habitat. Là aussi, ils ont été innovants, on avait tous les services, donc il n'y avait pas un problème de méthode, mais il y avait quand même, on sentait que le chemin il était assez long, parce qu'on prend le bail, il empêche absolument tout sur les parties communes. On prend le modèle d'exploitation du bailleur, Thomas l'a dit, en fait, il n'a pas le modèle économique en fait, pour refacturer la vie dans les espaces partagés. Les habitants, ils ont mis en place un conseil de voisins qui commence bien, qui continue aujourd'hui, ils se voient une fois par mois, c'est vraiment leur instance en fait, de gouvernance, mais qui aujourd'hui, avec la copropriété, ils trouvaient que c'était bizarre parce que le projet de règlement qui a été proposé par le promoteur, il y a marqué il faut 3 conseillers syndicaux. Donc ils ne comprenaient pas pourquoi il y en aurait 3 qui iraient là-bas et puis quels sont et puis comment ça va tourner. Donc en fait, on a tout déshabillé. On a eu la chance, comme on était vraiment sur un projet pleinement participatif, tous ces sujets-là, on les a traités à temps. Vous vous rappelez tout au départ pour dire que ça ne doit pas être tout doit être regardé en même temps. Et donc on a eu 2 ans pour écrire le règlement de copro. On a eu plus de 2 ans pour réécrire le bail locatif du bailleur, la charte, la mise en copropriété, comment allait se passer. Et même, en fait, les habitants, ils ont travaillé pour écrire les missions du syndic, et le syndic, il a joué le jeu. C'est-à-dire, en fait, si le syndic, lui, il veut vendre le plus possible, et eux, ils vont valoriser les compétences et le temps qu'ils ont chacun, en fait, ça ne marche pas. Donc, il a fallu, on n'est pas tombé tout de suite sur le bon syndic dès le départ, mais trouver un syndic qui n'a pas besoin de vendre tout son panel de l'application à ses contrats de maintenance et tout ça. Donc, des choses qui paraissent évidentes, mais qui ne le sont pas du tout, parce que ce n'est pas ce qui se fait du tout, mais ça n'a rien d'exceptionnel quand on y pense. C'est la fin ? Non. Donc, alors, du coup, et en plus, le conseil de voisins, c'est des habitants qui avaient... Quand je disais, moi, communauté habitante, parce que j'aime bien ce terme, et qui est un terme de sociologue et tout ça, eux, ils voient communauté. Donc, en fait, ceux-là, ils ne veulent pas être perçus comme une communauté. Donc, ils ont créé le forum qui, lui, en fait, il s'élargit à leurs voisins. Donc, c'était important pour eux d'avoir un regard sur leur façon d'habiter avec leurs voisins à côté. Donc, du coup, vous voyez, on a des instances très différentes. Pour eux, elles étaient très claires, mais il a fallu... après mettre en cohérence tous les outils juridiques, au point que le bailleur ici, il a proposé d'envoyer en fait son représentant, mais aussi un locataire aux AG, pour que le locataire témoigne, soit présent, explique, et que en fait le représentant vote aussi en fonction de ça. Pour la petite information, nous aussi on a quelques petites histoires à raconter qui sont assez belles, surtout que moi j'étais promoteur et j'ai des souvenirs vraiment traumatisants des premières AG. Là, c'est une AG qui a duré une demi-heure parce qu'il n'y avait rien à découvrir, tout était écrit avant, et après, on a juste bu le champagne et tout le monde s'est quitté. Et pour moi, et même les opérateurs, en fait, les représentants de l'opérateur, ils étaient assez... Après, bon, tout n'est pas heureux aussi parce que immobilier, on n'échappe pas quand même aux dégâts des eaux, à la livraison, des choses comme ça. Et donc, heureusement qu'il y a le lien pour qu'on gère quand même tout ça après, et qu'il y a le lien avec le syndic et chacun connaît un peu dans son rôle pour faire avancer la gestion de cet immeuble. Par exemple, la gestion du patrimoine, on a compris aussi que, en fait, un bailleur social, il a aussi ses règles de gestion. Il y a son gardien, par exemple, il gère le patrimoine. L'agent d'entretien, il a en fait des façons de faire qui ne sont pas celles d'un habitant. Et là, le bailleur, au lieu de faire ça, parce que finalement, ils font eux-mêmes le ménage en partie, en fait, ils ont formé finalement les habitants à leurs normes. Donc, vous voyez, donc là aussi, il y a un changement un peu de rôle et de paradigme
Et puis là, le schéma qu'on a mis, c'est un schéma qui est très important pour nous tous, parce que c'était une réunion de crise et on ne pensait pas du tout qu'on allait s'en sortir. Et finalement, on a fait tout ce qu'on a déroulé après. On l'a écrit sur un petit bout de tableau comme ça, improvisé, qui a écrit absolument les 2 années qui ont suivi juste après. Donc c'était assez... mon temps a été écoulé. Je peux répondre là pour montrer. En fait, il y a aussi des petites... Par exemple, la buanderie, ils en voulaient pas. Ils étaient très peu à vouloir la buanderie dans cet immeuble. Et finalement, c'est quelque chose qui fonctionne hyper bien. Il y a plus de personnes qui l'utilisent que ce qui était prévu au départ et qui fonctionne complètement, vraiment ce que j'appelle moi à l'allemande, c'est-à-dire 1 € au lavage. Chacun s'inscrit, il paye 1 € à la fin de chaque mois d'une façon complètement autonome. Il n'y a pas de prestataire pour ça. Et puis là, c'est un autre projet à Saint-Denis où c'est un syndic coopératif. Et là, tout ce que je peux vous dire, c'est un projet qui va partir en chantier, rue de l'Aune face à la gare à Saint-Denis. Dire syndic coopératif, j'ai vu la panique dans les instances, en fait, ça va des services, des élus et tout ça, parce que pour eux, ça va finir en problématique dans leur bureau après. Et il a fallu vraiment gagner la confiance de tout le monde pour qu'ils les suivent sur cette dynamique-là. Je peux répondre aux questions si jamais. Voilà. Merci. Quelques éléments de contexte d'où je vous parle et puis surtout les limites de ce que je dirais, puisque sur ces opérations, donc notre agence est en général architecte maître d'œuvre et assistant à maîtrise d'usage de l'opération pour là, actuellement à peu près une dizaine de ce type-là sur à peu près tous les types de montage. Donc on intervient avec voilà, ce double positionnement d'être en même temps très attentif à la question de la qualité d'usage et en même temps auprès du groupe d'habitants et auprès de la maîtrise d'ouvrage HLM, puisque toutes les opérations dont je vous parle sont réalisées par des organismes HLM. Donc je ne suis pas organisme HLM et ce que je vous rapporte seront donc des observations ou des compréhensions ou des retours d'expérience qu'on peut avoir des différentes opérations. Et donc en particulier, je m'appuie sur deux projets. Donc le premier que vous voyez là, qui s'appelle Lieu commun, qui est à Strasbourg, à défaut d'être le local de l'étape, le projet le sera. Donc aux poteries, qui a été livré l'année dernière, qui porte sur 15 logements sociaux, donc PLAI, PLUS uniquement, et donc qui a été porté avec brio et réalisé par la coopérative HLM Habitat de Lille, en partenariat avec la ville de Strasbourg et l'Eurométropole, une association d'habitants éponymes, et donc nous-mêmes en qualité d'architectes et d'AMU. Les particularités, quand même, il faut le signaler, c'est que voilà, on est tout de même sur un public social et très social, avec des sujets autour de la monoparentalité, des faibles ressources ou très faibles ressources, voire aussi près d'un tiers du groupe issu de situations de mal-logement. Donc on est sur un public très social. Et donc la seconde étant une opération qui, comme vous le voyez, est en cours de chantier et qui devrait être livrée à la rentrée 2019, qui est le Praxinoscope, une opération à Montreuil de 14 logements locatifs. Alors là, on est en Ile-de-France, donc par la force des choses et la pression, on a plus de diversité sur les catégories de logements, puisqu'on a effectivement PLAI, PLUS, PLS. Et donc une opération qui est là portée par un OPH, l'OPH Montreuillois, l'association éponyme, la ville et nous également. Sur la base de ces deux opérations, et donc sur la question qui nous était posée, c'est-à-dire qu'est-ce que ça infuse en termes de gestion patrimoniale et de gestion adaptée du logement social, ce que je ferai 4 observations qui convergent autour du fait de constater que c'est pour les organismes une vraie opportunité d'expérimentation, et c'est ainsi qu'ils la saisissent. La première observation porte sur l'expérimentation du fonctionnement en mode projet.
avec une illustration un peu complexe là, mais qui est issue du travail de retour d'expérience qu'on a fait sur l'opération de Strasbourg. Et donc la question du mode projet, c'est-à-dire qu'on a, dès l'origine de l'opération, en présence la direction générale, la maîtrise d'ouvrage, la gestion locative, le DSU, et même parfois c'est des questions de ce type-là, avec parfois le réservataire autour de la table. Donc où on a de la même manière qu'on a un renversement, comme on l'entendait tout à l'heure, un renversement de la présence de l'utilisateur, non pas au final mais au début, on a aussi un renversement du service qui est en lien avec l'utilisateur. Et ça c'est une richesse importante pour le projet, et qui se double aussi, donc effectivement, et c'est le cas là aussi, de la présence dès l'origine de la discussion entre tous les futurs locataires et chacun des services, puisque, à titre d'exemple, sur l'opération de Strasbourg, il y a eu 15 comités de pilotage où il y avait effectivement tous les responsables de chacun de ces services en présence, et donc des discussions qui sont ancrées dans le réel. Et alors, on pourrait dire que ça accouche d'une petite souris, mais c'est quand même des choses qui sont intéressantes. Je prendrai un exemple. Sur l'opération strasbourgeoise, on a réussi à faire force de conviction sur la question d'avoir des végétaux grimpants en façade. Alors, encore une fois, c'est un tout petit détail, mais c'est un détail qui est significatif. C'est-à-dire que ce qui, a priori, est à peu près impossible dans toute opération immobilière, de se dire, bah ouais, mais comment ça va se gérer, comment ça va fonctionner, qui va l'entretenir. C'est une question qu'on se pose dès l'origine et qu'on arrive à arbitrer à l'origine, parce qu'on a, dans la séquence, la maîtrise d'ouvrage, la gestion locative et l'utilisateur, ce qui est une séquence a priori inexistante initialement. Ce que ça produit également, cette situation-là, c'est une compréhension mutuelle des acteurs. C'est-à-dire que c'est aussi l'effet du temps dont parlait Stéphane Gruet au début. C'est-à-dire que la proximité et le temps fait que petit à petit, chacun s'inculture à la problématique de l'autre, et ça construit, pas ça, par la conflictualité, mais là en l'espèce absolument pas, par la proximité, par le frottement, ça produit une compréhension mutuelle qui est très importante dans le changement des rapports entre locataires, bailleurs. Voilà, à titre d'exemple, du coup, désormais sur l'opération lieu commun, la question de la gestion des petits problèmes du quotidien, notamment je pense à des sujets qui ont pu avoir lieu sur les encombrants après un déménagement, après la première mise à la location, c'est-à-dire typiquement ce qui ne marche jamais quand on met un bâtiment à l'habitation, c'est qu'il y a des cartons partout qui se sont gérés sur un simple coup de fil de l'association à la direction DSU, et voilà, ils se sont débrouillés entre eux, ça s'est fait très vite sans aucun problème, parce qu'il y a une très grande fluidité entre le bailleur dans la complexité de ses services et les locataires dans leur complexité aussi. Cette pratique infuse, parce que la question du fonctionnement en mode projet, ça a été, enfin il me semble en tout cas, c'est une observation que je fais, un souci et un objet de capitalisation pour l'organisme HLM, et la recherche de l'infusion de ces pratiques de mode projet. Donc on voit avec le maintien de ces sujets-là, là vous avez la photo de l'une des réunions où voilà, le service DSU ou alternativement le service maîtrise d'ouvrage sont là présents tous les trimestres, enfin une fois par trimestre dans le bâtiment, pour évoquer un certain nombre de sujets, donc avec aussi voilà, l'entretien de cette proximité. La deuxième observation qu'on fait, c'est celle de la question de l'abordabilité du logement social. Sur les deux opérations que je vous cite, alors je ne rentrerai pas dans le détail parce que les montages ne sont pas les mêmes, mais globalement, il y a une délégation d'une partie des charges d'entretien aux locataires. Donc qui porte sur l'entretien des parties communes, des espaces paysagers, et puis plus prosaïquement de la sortie des poubelles. Alors on pourrait se dire encore une fois, tout ça on accouche quand même d'une petite souris, et c'est un enjeu qui est absolument déterminant, alors pour tout un tas de sujets, mais notamment sur la question des charges locatives. Donc on a, il va y avoir bientôt
sur lieu commun le premier contrôle de charge. Donc on aura la première année de retour d'expérience, mais on a simulé une baisse de charge de 11%. Alors dit comme ça a l'air de rien. 11%, ça fait 1,2 loyer par an. Loyer chaud, hein, loyer chargé. Donc avec une baisse de loyer qui est absolument significative sur ce modèle-là. Et alors je signale que, alors là l'exemple est monté sur un T3 PLAI. Je signale que ça fait 62 € et il se trouve que comme de par hasard, c'est le montant simulé de la RLS par la loi Elan. Donc voilà, je dis ça pour dire. Ça c'est fait effectivement. Et qu'est-ce que ça apporte? Alors là, je prendrai plutôt l'exemple de l'autre opération à Montreuil, nonobstant le grand humour qu'ont certains dans la résidence. C'est utilisé comme un... C'est pas moi la caricature, c'est entre eux qui se caricaturent. C'est utilisé comme un vrai lieu d'expérimentation, puisque l'objectif, notamment pour l'OPH Montreuillois, c'est de maintenir un mode de fonctionnement économe sur les petites résidences, notamment en amélioration-acquisition sur les petits projets où il n'y a plus les moyens d'avoir de gardiens et de trouver des leviers qui ne soient pas trop onéreux et qui permettent de trouver des solutions de gestion adaptées. Donc c'est un vrai lieu d'expérimentation pour le déploiement ensuite. La troisième observation, c'est la question de l'appropriation. Donc vous avez ici l'ensemble du corpus de textes qui a été mis en place entre Habitat de Lille et l'association des locataires à Ivry, à Strasbourg, pardon. Le sujet étant que bon, il y a un corpus de textes important qui objective un certain nombre de questions, mais surtout que c'est des documents qui sont coélaborés. C'est-à-dire que traditionnellement, un règlement intérieur de logement social, il est soumis par le bailleur à son locataire et la question ne se pose pas. Donc là, il y a une démarche active de négociation et d'adhésion progressive à ce règlement qui change considérablement le fonctionnement et la mise en œuvre de ces règles de fonctionnement, et donc l'ensemble des locataires, et donc là c'est la cérémonie dont certains se souviendront, par laquelle les locataires se sont collectivement et individuellement engagés sur ce règlement intérieur et sur cette charte de vie. Alors est-ce que c'est un développement ou est-ce que c'est en parallèle? En tout cas, ça fait certainement écho à la question des chartes de résidence et des règlements de résidence qui tendent à se développer. La quatrième observation, et j'en arrêterai là, porte sur la question de l'espace de l'expérimentation et de l'espace du risque aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est ce slide-là qui arrive, voilà, c'est plutôt ça, de l'espace du risque. Et donc, de combien, finalement, en ouvrant un espace d'expérimentation, les organismes se saisissent de cette question-là. Et notamment donc, sur l'opération à Montreuil, un sujet qui a l'air tout simple mais qui est très complexe parce qui ne fonctionne que si on le pense en gestion, c'est-à-dire la modularité des logements dans le logement social. Et donc dans cette opération, les logements disposent entre eux d'une pièce intercalaire qui peut s'échanger d'un logement à l'autre et faire évoluer les types de logements. Ce qui est une question qui n'a pu être pensée que parce qu'on avait l'ensemble des services autour de la table. Pour conclure, dire quand même qu'au-delà de cette question-là, il y a malgré tout quelques limites, hein, et je pense que ça permet une question qui est celle qui était posée tout à l'heure, qui est celle du droit d'usage, et donc entre appropriation, situation de locataire attributaire d'un logement social et représentation de l'absolu que peut être la propriété privée, une petite complexité qui se joue et qui peut-être sera aussi explicitée par Alia.